contentement et un regard épanoui que nous nous tenons devant vous pour l'un des talk shows les plus renversants du moment. Vous y êtes, alors recevez donc nos salutations les plus distinguées depuis vos différentes positions et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en compagnie ce soir de Yann Cédric, bonsoir. Bonsoir Yves. Marie-Dominique, bonsoir également. Bonsoir Yves. Hervé Souvoni, bonsoir. Bonsoir Yves. Et vous le savez, comme d'ordinaire, la possibilité de parler avec nous en direct avec nos invités également vous est donnée. De quelle façon? Vos numéros de téléphone, WhatsApp dans les différents commentaires sur les affiches et le live de la page officielle de l'A3. La page Facebook bien sûr, et sur ce même live, vos commentaires, avis comportant bien sûr le hashtag PPLK sont également attendus. L'A3, c'est également trois moyens ou trois canaux de nous suivre à travers le support traditionnel par excellence qu'est la télé bien sûr. 740 pour le bouquet Star Times, 203 pour celui de Canal Plus Horizon et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT pour nous suivre en haute définition. La Covid-19, le numéro de téléphone habilité bien sûr pour de plus amples informations, c'est bien sûr le 119. On continuera de sensibiliser tant que la Covid-19 est toujours présente. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique, se frotter entre les paumes. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Sinon, utilisez le creux de votre coude. Et bien sûr, observez 1 mètre entre vous et toute autre personne autour de vous. C'est très, très important. Et quand vous sortez, sortez avec vos cache-nez. À présent, un zeste d'humour, mais également du soutien et surtout de la compréhension à travers ce numéro de PPLK. Sommaire. Et un nouveau rendez-vous pour votre plus grand plaisir. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, des échanges sur un fond d'humour à l'ivoirienne. Puis, nous serons en intimité avec Ephraim Guinon, le fils de notre regretté Désir Champion qui est porteur d'un projet. On en parle dans quelques instants. Allez, un bon numéro de PPLK en perspective. Alors, vous le savez, cette émission, au-delà de la polémique, c'est également du soutien et de la force donnée à ceux qui en ont besoin. Ce soir et dans ce numéro, à travers une très belle affiche, le premier fils de la star du Zouglou, Feu Désir Champion, essaie de se frayer un chemin autre que celui tracé par son père. Nous aurons les détails de cette relève juste après cette séquence qui vous installe. Installation à l'ivoirienne, n'est-ce pas? Évidemment. Premier tableau. Dans les moments de galère, tout le monde peut t'abandonner, te fuir, t'oublier même. Sauf ceux à qui tu dois de l'argent. Ils seront toujours là. Ils vont même prier pour toi. Sois-en sûr. C'est vrai, ah oui. Il y a un pote qui draguait une fille. Donc il parle anglais à un moment, il perd un mot là, c'était jumeau. Donc il demande à son ami là, Joe. Il dit, à quoi il dit, comment on dit jumeau en anglais? Il dit, Pisquare. Oh. Pisquare, Tranquille quoi. C'est twins, hein, les gars. Ouais, jumeau en anglais. Merci Hervé Souvoni. On a bien sûr les armes pour entrer de plein pied dans notre contenu de cette soirée, tout en vous rappelant que vous pourrez nous suivre partout dans le monde entier. Vous n'avez qu'à avoir votre smartphone, votre téléphone et télécharger l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Et puis les différents replays sont disponibles sur la page YouTube de l'A3. Alors faites-vous plaisir. Que devient Ephraim Guinon, le premier fils du chanteur de la star du Zouglou, Désir Champion, célèbre chanteur ivoirien? Les premiers éléments de réponse à cette problématique dans le serveur suivant. Désiré Claver Guinon, dit Désir Champion, a chanté Orphelin, une chanson très émouvante qui, en même temps qu'elle faisait pleurer les orphelins, les encourageait à se battre pour réussir leur vie. Aujourd'hui, le chanteur n'est plus. Son fils Ephraim Guinon semble suivre à la lettre les conseils donnés dans la chanson. Que fait-il? Quelles sont ses ambitions? Pipolémique reçoit Ephraim Guinon pour en savoir un peu plus sur lui. Échange.
Allez, notre invitée du jour, elle est née d'une famille de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Il fit toutes ses classes du primaire à Abobo, une commune de la ville d'Abidjan, avant d'obtenir son bac en 2018. Et aujourd'hui, il est titulaire d'un BTS en RHCOM, entendez ressources humaines et communication. Un rêve différent de celui de son père. Il a de grandes ambitions et envisage d'opérer dans la mode. Le fils de l'autre c'est bien sûr Désy Champion, il se nomme Ephrem Guinon et il est avec nous sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Ephrem Guinon, fils de feu Désy Champion sur le plateau de PPLK et sur les antennes de la 3. N'hésitez pas, les questions qui vous trottent la tête, à les poser également à notre invité. Ephrem, bonsoir et bienvenue à la maison. Merci, merci. Comment ça va? Pour ce qu'on voit, ça a l'air de bien aller, tiré à 4 épingles, tout beau, tout frais. Bon, je vais bien par la grâce de Dieu. Ouais. Je vais bien. Ouais. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Ouais. On est très heureux de te recevoir ici et de parler avec toi de mode, d'entrepreneuriat, mais également de ce grand artiste qu'a été ou qu'est Désy Champion, d'autant plus que sur les antennes de la 3, un artiste ne meurt jamais. Alors, d'entrée de jeu, fils de star, ça, tu l'as vécu durant toute ta vie. Est-ce que ton enfance était différente de celle des autres? Bon, mon enfance n'a pas été aussi extraordinaire puisque j'ai toujours vécu en société comme tout autre enfant d'Abobo. Avec des amis, jouer au ballon, comme on le dit, un griffe sur le mollet, temps passe et tout. Ça n'a pas été aussi extraordinaire que ça. Ouais. Alors ce numéro de PPLK sera l'occasion pour nous de rendre un hommage à Désy Champion à travers ses œuvres, à travers son talent, mais également à travers son héritage qu'il a laissé, que pérennise aujourd'hui notre invité, qui est bien sûr Ephrem Guinon. Et pour ce numéro de PPLK et pour ta présence sur ce plateau, nous rendons encore une fois un hommage mérité avec des applaudissements à ce grand artiste qu'est Désy Champion. Quel genre d'élève étais-tu? J'ai toujours été un élève moyen de ma classe de CP1 jusqu'à la classe de terminale. Il m'est arrivé d'être aussi premier de classe aussi. Ah bon? Ouais, Au CP2. au CP2. Ok. Être le fils d'une star telle que Désy Champion, il y a des inconvénients ou des avantages qui en découlent? Bon, il y a pas assez d'inconvénients. Il n'y a pas assez aussi d'avantages. Bon, parce que être enfant de star ou artiste, c'est aussi, entre griffes, être une mini-star. Puisqu'on prête attention à tous tes faits et gestes, tout ce que tu portes, tout ce que tu fais, où tu vas, tes chaussures et tout. C'était un peu ça l'inconvénient. Puisque bon, moi aussi, quelqu'un, j'ai beaucoup honte, donc je n'aime pas vraiment qu'on ait trop les yeux rivés sur moi, qu'on me surveille un peu. Bon, c'était un peu ça l'inconvénient, selon moi. On dit que les enfants de stars sont des enfants gâtés. Était-ce ton cas? Non, pas vraiment. Pas vraiment, puisque je ne sais pas proprement dire ce que c'est qu'être enfant de star. Ah bon? Non. Pourtant, t'en es un. Oui, mais je ne sais pas, parce que c'est en fonction de tout ce que plusieurs enfants de stars ont fait qu'aujourd'hui on dit que non, être enfant de star, c'est être gâté. Bon, c'est ton père qui est trop bien, c'est ta mère, ce n'est pas toi. Donc ça sert à quoi d'être gâté? Quel genre de relation avais-tu avec ton père? Combien de temps vous avez vécu ensemble? Et quelles sont les valeurs qu'il t'a inculquées? Bon, nous avions vécu ensemble 1 an et demi, c'est-à-dire de la classe de CE1 jusqu'à la classe de CE2, c'est tout. Puisqu'après ça, il n'avait pas vraiment le temps de gérer sa carrière artistique, l'école pastorale et tout, donc c'était un peu compliqué pour lui de toujours garder les yeux sur nous, bon, plus précisément sur moi. Donc le reste de mon parcours scolaire, je l'ai fait avec mes grands-parents. D'accord. Tu as l'air très sage quand on te voit là, mais d'après ce qu'on a lu, tu étais un enfant qui sortait beaucoup. Tu restais presque pas à la maison. Non. Tu sortais pas? Si, je sortais beaucoup. Beaucoup. Très souvent même. Parce que bon, on dit un garçon ne doit pas dormir. Donc même si tu as 5 ans, tu es un garçon. 10 ans, tu es un garçon. 15 ans, tu es un garçon. Donc bon, j'aimais, bon, comme on le dit, me chercher, toucher un peu de tout. Comment essayer de faire pour gagner un peu d'argent. Voilà.
Mais pourquoi on cherche à gagner un peu d'argent si on est l'enfant de Désir Champion, qui lui est une star? Bon, Désir Champion, c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même. Donc, en tant que son enfant, je dois me faire aussi. Je ne dois pas attendre, c'est-à-dire attendre le cachet de mon père ou bien l'argent de ses mains pour paraître, non. Être enfant d'artiste, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est aussi... C'est-à-dire, lorsque tu te fais toi-même, tu valorises aussi ton père. Parce que c'est d'abord une fierté pour toi et aussi une fierté pour lui. De dire que mon enfant s'est fait sans compter sur moi. Très tôt, tu sortais déjà pour aller te chercher et tout, avec les gens avec qui tu discutais, tout ça dans tes petits grouillements entre griffes. Comment les gens, ton entourage te voyait alors que tu étais justement là? Parce que moi, depuis le bas âge, j'ai toujours caché que mon père était artiste. Toujours. Parce que d'abord, je savais très bien que si je disais à tout le monde que mon père était artiste, ça allait être un handicap pour moi. Un handicap? Oui. Parce que j'allais dire, bon, toi, ton père est artiste et puis tu fais ci. Toi, ton père est artiste et puis tu fais ça. C'est nous autres, on doit faire ça, pas toi. Donc, ça veut dire que ton père ne s'occupe pas de toi. Pourtant, c'était pas vraiment le cas. Donc, je cachais vraiment, pour mon propre bien, pour être un peu à l'aise dans mes gouillements et tout, donc je cachais à tout le monde que mon père était artiste. Mais est-ce que ça peut vraiment se cacher? Je suppose que ton père Non, venait pas te vraiment. voir. Non, pas vraiment. Puisque tôt ou tard, il finissait par apprendre. Et puis, ce que je ne voulais pas arriver. Non, mais toi, ton père est artiste, tu fais ceci. Donc, ça veut dire il ne s'occupe pas de toi. Voilà, voilà, voilà. C'était un peu ça. Il s'occupait de toi? Oui. Parfaitement. D'accord. On comprend que ton papa était très occupé. Oui. Et maman? Bon, elle était là. Mais moi, j'ai plus été éduqué par ma grand-mère. Papa et maman, je les classais dans le même lot. Moi, j'étais plus mémé. Mémé, pépé, voilà. C'était un peu ça. Est-ce qu'après, c'est pas pour vous faire l'enfant gâté parce qu'on sait un peu comment les mémés... Comment les mémés... prennent soin des Bon, petits-fils. c'est cette image-là aussi que toute la Côte d'Ivoire entière a des grands-parents. Ouais. Mais ma grand-mère, c'était carrément le contraire. Ah bon? Pas de jeu à 16h, non. Donc, du coup, pour jouer, j'étais obligé de me cacher. Mais quand il sort, quand il vient, étant sale, par là-bas même. Même pour elle, jusqu'à présent, c'est un peu dur de sortir sans qu'elle ne me demande, mais Ephraim, tu vas où? Parce qu'elle est tellement habituée à ça. Non, mais tu n'est-ce pas quand il va sortir, elle va m'envoyer un message. Ah, fait, tu vas rentrer? Non, laisse aujourd'hui. Ah non, la situation est bizarre. Toujours, depuis l'enfance. Ça a toujours été comme ça. Il ne t'arrivait pas de te plaindre chez ta mémé du fait que ton papa ne soit pas présent? Non, mais ça ne me disait absolument rien. Rien? Ça ne me disait absolument rien. Puisque moi, dans ma tête, c'est ma grand-mère. D'accord. C'est ma grand-mère. Le jour où il a le temps, il passe à Bobo. S'il a des trucs à m'apporter, il vient, on passe un peu de temps ensemble. S'il a lieu de sortir, passer une journée, un jour, 2 jours. Voilà. Moi, j'ai toujours compris mon père. Il me suis dit, bon, c'est un artiste n'a pas le temps. Donc, il consacre sa vie à sa carrière artistique. Bon, le jour où il a notre temps, il vient vers nous. Mais quand on est tout petit, est-ce qu'on comprend ça aussi facilement? Je suppose qu'au quartier, tu voyais tes autres amis avec leurs parents, leurs pères et mères. Ça ne te rendait pas triste des fois que ton père ne soit pas là? Ça ne me rendait pas triste puisque souvent, lorsque j'avais trop envie de voir mon père, appelle papa, il veut le saluer. Alors ça va, ah oui, il va passer, même s'il ne va pas passer, oui, ça me rassurait. Puisque je savais que mon père était vivant, donc quel que soit ce qui arriverait, forcément on allait se voir un jour. Et comment se passait l'environnement scolaire? Comment tu vivais le fait à l'école d'être un enfant de star? Comme au primaire, on aimait beaucoup demander. Donc lorsque ton voisin achète son pain, 75, et que toi tu lui tends la main, oh, toi tu es un fan d'artiste, il demande. Ah, d'accord. Pourtant souvent, c'est pas parce que tu as trop fait, mais c'est parce que c'est ton voisin et tu as envie de manger. J'ai son envie de pain. partager quelque chose Voilà. avec lui. C'était un peu ça. Donc, souvent, quand il vient, c'est vrai, il va venir. Souvent, on ne donnait pas l'argent aux enfants en tant que tel. Mais à ça, ce dont tu as besoin, c'est ça qu'elle faisait. C'est tout. 100 francs, 200, vas-y. On sait que tu peux prendre pour te nourrir, tu ne peux pas prendre la monnaie pour jouer aux jeux vidéo, rien d'autre. Voilà, c'était un peu ça. Et quand il arrivait à l'école, quel était le regard de tes amis sur la star qu'il était? Bon, eux ne voyaient pas M. Guinon Désiré Clavel, le père d'Ephraim. Non, c'était Désir Champion, c'est fini. Désir Champion, l'artiste est venu, il chante, il passe à la télé, c'est fini. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'était un peu difficile à l'école, que tu étais mis de côté. Mais quand on est l'enfant d'une star, généralement,
on a envie de s'accrocher à l'enfant d'une star. On a beaucoup d'amis, on est un peu la star aussi à l'école. S'il y avait assez d'amis, même ma grand-mère triait et a toujours trié mes amis. Non, celui-là, c'est pour même trop. Non, celui-là, ses parents nous laissent trop dehors. Non, voilà. C'est elle-même qui faisait que je n'avais pas assez d'amis. Il t'arrivait d'avoir des messages pour ton papa, genre le maître qui dit « Faut dire à ton papa des champions que la chanson là, les trucs du genre. » Bon, ça c'était en classe de 6e. En classe de 6e, ouais. Souvent, dire à ton papa dans sa prochaine chanson qu'il chante notre nom aussi. Amorçons à présent le décès tragique de ton défunt père et parlons un peu de cet héritage qu'il aura laissé. Déjà, quand et comment tu apprends le décès de ton père? On rappelle qu'il est décédé le 31 mars 2018, pour être précis. De quelle façon tu apprends le décès de ce dernier? Bon, si je peux le dire ici, j'ai appris le décès de mon père sur Facebook. Sur les réseaux sociaux? Oui, plus précisément sur Facebook. Puisque là, je dormais. Il est décédé dans la nuit du vendredi au samedi, c'est-à-dire aux environs de 2h et 3h par là. Donc le matin, je me réveille et bon, ma tante me dit non, il y a mon ami qui m'a envoyé le lien d'une page disant que ton père est décédé, qu'il d'aller vérifier. Mais il est décédé comment? Elle dit, ah mais je suis allé vérifier, effectivement, on dit qu'il est décédé. Il dit bon, comme d'habitude, ils ont l'habitude de tuer les artistes en Côte d'Ivoire ici, avec les pages, tout ça, pour booster, pour avoir assez d'abonnés. Donc, je supposais que c'était encore un de ses coups. Jusqu'à ce que mon oncle, Kofi, m'appelle à 7h du matin. Lorsque j'ai vu son appel, j'ai dit là, c'est que mon père est décédé. Ma tante dit non, non, mais il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais appelé, c'est tout. Donc elle a pris le téléphone, elle a décroché, elle a dit allô. Il dit oui, dis tes femmes de venir à la sécurité. Elle dit non, il y a quoi? Non, dis tes femmes. Donc après, ils ont entendu les gens pleurer. Donc elles aussi, maintenant, tous se sont mises à pleurer, ma grand-mère et tout. Ah, il y a quoi? Elle dit ah, Désiré est décédé. Ah. Donc on va s'habiller pour aller à la sécurité. C'est comme ça, je suis allé voir mon voisin de classe, puisque c'était au lendemain de notre examen blanc. Je suis allé le voir, il dit, ah Vinke, il dit, mon vieux est décédé. Il dit, quel vieux ça? Il dit, mon vieux que tu connais là, on dit, il est décédé. Il dit, non, je ne crois pas. Il était dans la douche, il est sorti, il s'est essuyé, il s'est habillé. Bon. Alors nous tous, on a psychologie, on voit clair dedans. Donc bon, on va, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, on arrive au parking et on a vu assez de monde, tout ça, mais jusqu'à là encore, je ne croyais pas. Jusqu'à ce que je me rende dans la maison familiale, je vois mes tantes, la grande sœur de mon papa, sa maman, bon, un peu, mes oncles, tout ça, on pleure. Donc il a demandé à l'oncle qui m'avait appelé, ah mais tonton Kofi, il y a quoi? Il dit, ah, Désiré est mort. D'accord, on n'y peut rien. Nous tous nous sommes mis à pleurer, puis j'ai demandé à aller voir son corps à la morgue, puisque je ne croyais vraiment pas encore. Donc arrivé à la morgue, ils ont fait sortir son corps du casier, là. J'ai eu envie de moi parce que je me suis dit, bon, c'est fini. C'est fini. Moi, je ne vais rien devenir. Parce que, bon, là, il me disait que mon père, c'était tout. Même si je ne comptais pas sur lui directement, quand je dormais, j'avais au moins une assurance. Quelle a été surtout ta première réaction et ta première envie? Ma première envie, c'est-à-dire j'ai eu envie d'arrêter les études. Sur le champ. Sur le champ, puisque j'avais un défi avec mon père, c'est-à-dire d'arriver le plus loin possible. Bac, BTS, licence 3, master, tout ça. C'était notre palabre. À chaque fois qu'on se discutait, c'était non, tu n'aimes pas là l'école, va à l'école, tes moyens ne sont pas assez, continue. Donc lorsque je me suis dit, mais ça ne sert à rien, puisque celui pour qui même j'allais, je me donnais à fond, est décédé. Et encore, cette même année, ça m'a fait encore mal. Et puis, bon, mes voisins de la terminale le savent, puisque le premier trimestre, il y avait 10 de moyenne. Et j'étais en classe, j'ai dit à toute la classe que je n'ai jamais pris un tableau d'honneur depuis la classe de seconde. Donc, ce deuxième trimestre-là, malgré les examens blancs, je vais avoir 12 de moyenne. Et puis, mon père va acheter mon téléphone. Donc, moi, ça arrive, j'ai dit, bon, d'abord, il va commencer à changer de place. De ce qui était la dernière rangée, ça là, la deuxième. La deuxième rangée, là, il y avait les 3e, 4e de classe, voilà. Donc, ça, ils me mettent parmi eux pour essayer d'étudier un peu avec eux. Donc, c'est comme ça. J'ai eu 12,8 de moyenne. Et là, j'appelle mon père, il dit, ah papa, il y a eu tableau d'honneur. Il dit, ah,
Dieu merci. Il dit, mais mon téléphone, il dit, non, il faut te concentrer. Tu as fait quoi portable? Il dit, bon, néanmoins, on va se voir le dimanche. Il va te présenter mon tableau d'honneur. Et c'est là qu'il est décédé le samedi. Oh. Ça m'a tellement... Puisque, bon, il y a une de mes camarades qui m'a fait pleurer. On avait fini. Après, 2 jours après, la classe, ils ont fait une délégation pour venir me voir. Et là, lorsqu'elle est arrivée, elle a dit, mais Guinon, donc tu ne vas pas monter le tableau d'honneur à ton papa? Là, ça m'a tellement fait mal. Ça m'a rappelé encore. Puisqu'aujourd'hui, c'est cette douleur-là encore qui est toujours moi. Ce qu'on peut naturellement comprendre, vu l'émotion que dégage notre invité. C'était une période assez difficile pour toi et pour toute ta famille. On sait que ton père était un artiste chanteur. Dans la période-là, est-ce que tu as reçu le soutien de ses collègues artistes? Bon, pas vraiment. Puisqu'il y a un de ses collègues que je ne considère pas comme un collègue, mais plutôt comme un père qui est M. Abba Sylvain de Cavaillès, alias Siro. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a toujours mis sur le droit chemin. Depuis la mort de mon père, il m'a dit ceci: mon argent que je vais te donner ne va rien t'apporter. Donc ne compte pas sur mon argent. Il y a quelque chose de plus grand à t'apporter, qui sont mes conseils et mes expériences de la vie. Donc c'est lui, à chaque fois, il me recadrait: non, ne fais pas ci, non, fais ça, non, ne fais pas ci, non, fais ça. Et à part lui, il y a d'autres artistes avec qui tu parles aussi, qui te donnent des conseils, qui te guident. Oui. Bon, quelques artistes, puisque moi, je n'aime pas trop mes photos aux artistes, il ne faudrait pas que... Tu ne les sollicites pas? Non. Mais eux, ils viennent vers toi? Oui. Lorsque j'entreprends quelque chose et qu'ils jugent bon que leur soutien va m'apporter un plus, ils m'apportent le soutien. D'accord. Parlons à présent d'héritage. Qu'est-ce que tu as gardé comme héritage de ton père? Bon, comme je le dis toujours haut et fort, avec fierté, la seule chose que notre père nous a laissée, c'est la parole de Dieu et l'Église. Voilà. C'est le seul héritage qu'il nous a laissé. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de suivre cette voie. Justement, en parlant de l'Église, est-ce que, en tant que fils de ce pasteur-là qui était ton père, est-ce que tu participes aussi à la gestion de cette Église-là, vu qu'il n'est plus là maintenant? Bon, financièrement, non. Mais il m'arrive parfois de faire quelques petits trucs à l'église. En tant qu'enfant de Dieu. Quelques petits trucs, c'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire être à la régie, tout ça là. Un peu de tout, quoi. D'accord. Qui participe aussi à l'évolution du ministère. Mais aujourd'hui, qui gère l'Église? Bon, le jour de son décès, c'est-à-dire dans la matinée, il a confié l'église à un de ses amis qui était aussi son pasteur. C'est lui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui s'occupe de la gestion de l'église, tout ça. Et dans l'église, tu n'envisages pas avoir une participation très active pour l'avancée du ministère? Raison pour laquelle je ne fais qu'entreprendre. Puisque ça nous revient du droit de soutenir l'œuvre. C'est dans notre devoir de soutenir l'œuvre, c'est-à-dire bon, payer les factures, un peu de tout. C'est pour ça qu'on ne dort pas jour et nuit, pour ne pas que le ministère un jour dise que non, Jésus Champion a construit une église et après ça, il n'y a pas eu quelqu'un pour s'en occuper. Même ses enfants, non. Tu entreprends en fait pour réinvestir dans l'œuvre de ton père. C'est un peu ça. Alors, Désir Champion, c'est une carrière bien construite également. Il a eu pas mal de succès. On s'imagine, en termes d'héritage, qu'il y a des biens matériels qui vous ont été légués, d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense, hein, si je ne m'abuse, que tu as atteint l'âge de la maturité, tu es un adulte et tu es en droit de percevoir cet héritage. Qu'est-ce que tu as reçu de l'héritage de ton père, autre que l'Église? Bon, mon père lui-même, de là où il est, il le sait très bien. Tout ce qu'il a laissé, c'est l'Église. Il a tout mis dans cette église, toute sa vie, sa voix, sa carrière, toute sa vie. Il a dédié sa vie à Dieu. Toute sa vie, toute sa vie. Tout ce qu'il avait comme sous tout. Pour moi, c'était une manière de nous dire qu'on doit s'accrocher à Dieu et que c'est lui seul qui pourra nous emmener au sommet. Financièrement parlant, vous n'avez pas perçu aucune somme Si. De l'argent, donc? Dit, bon, les yako. Voilà. C'est-à-dire les dons... Au-delà des yako, de l'argent, est-ce que vous avez reçu de l'argent de façon concrète, que ce soit, peu importe la somme? Oui, de la part du Bérida. Ah, d'accord. D'accord. De la part du Bérida, de la part de la famille également? Oui, D'accord. c'est tout.
Ta part de cet argent-là, comment est-ce que tu l'utilises? Je n'ai même pas encore touché cet argent puisque tout est sur mon compte. D'accord. Depuis 2 ans, tu ne l'as pas touché? Non, pas encore. Pas encore. Tu comptes faire quoi de cet argent? Bon, je ne sais pas d'abord. Ouais. C'est parce que je n'ai pas encore une idée nette que je refuse. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, son père est décédé, on a cotisé pour lui donner aujourd'hui. il a dilapidé voilà, il a les dilapidé sous. là pour vous faire. Même s'ils n'ont pas vu, ils vont dire donc bon, ils préfèrent laisser cet argent en banque. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes? Quel est le souvenir que tu gardes de ton père? Bon, pour moi, vu sa vie, c'était un prophète. C'était un prophète parce qu'il savait ce qu'il faisait. Depuis moi, ma naissance, jusqu'au jour de son décès, c'est-à-dire aussi la naissance de mes petits frères et autres, il savait tout ce qu'il faisait, il savait où il mettait les pieds, tous ces actes qu'il posait, il savait. Donc pour moi, je retiens pour ma part que c'était un prophète. Quand pour la dernière fois, vous avez échangé, est-ce que tu te souviens de ce Oui. moment-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, la dernière fois que nous avions échangé, c'était après le culte. C'est-à-dire le dernier dimanche avant son décès. On avait fini le culte, tout ça. Et là, j'étais dans son bureau pour prendre de l'argent pour aller passer les examens blancs, c'est-à-dire le bac blanc. Et là, il m'a remis ce qu'il devait me remettre. Et moi, je lui ai dit en retour que j'aimerais qu'il prie pour moi. Il m'a dit non, qu'il ne pouvait pas prier pour moi. J'ai dit pourquoi? Que je vais composer? J'ai dit non, que je devais faire une offrande. C'est-à-dire, après l'offrande, il allait prier pour moi. Puisqu'on on ne vient pas dans la maison d'un prophète les mains vides. Et là, je lui ai dit non, l'argent que tu m'as remis, je ne peux pas te donner ça pour que tu pries pour moi. Donc si c'est ça, il faut laisser. Prochainement, le jour où moi-même j'aurai de l'argent, il va venir faire mon offrande, tu vas prier pour moi. Il dit, Ah bon, à ce point, hein? Donc c'est comme ça. Pourquoi tu as refusé de faire l'offrande? Tu aurais pu prendre une petite partie. Je veux dire, l'offrande au Seigneur, on n'a pas Non, besoin mais de si elle donner faisait, 10 mais 000, elle allait sentir 20 000. ça, hein. Tu pourrais donner 500 francs. Si elle faisait, il allait sentir ça. L'argent, il a calculé pour me donner. C'est-à-dire, lui, au moins, ça assis. Il a calculé, c'est-à-dire, du lundi jusqu'au vendredi, transport, manger, nourriture, tout. Voici ça. Dans ça, il a enlevé 500. Même 1000 francs. C'était trop. Non, c'était pas bon. Et finalement, il a prié pour toi. Non, il n'a pas prié, il a insisté. Il a tellement insisté, il n'a pas prié. Il m'a dit s'il ne veut pas faire le fond de sortir de son bureau. Tu n'avais pas peur de partir à l'examen sans la compétition? Non, non, parce qu'il me dit non, il allait prier à la maison. Mais pour faire offrande là. Aujourd'hui, avec le recul, 2 ans après son décès, quel est le symbole que tu tires de cet échange, ce dernier échange que tu as eu avec ton père? Quel caractère ça revêt? Bon, après 2 années de réflexion, je me suis dit, bon, s'il a vraiment insisté sur l'offrande, c'était pour m'amener à s'aimer dans la maison de Dieu. Puisque en tant que pasteur aussi, en tant que mon père, il pouvait, bon, viens, abaisse-toi, il va prier pour toi, tu vas aller. Mais s'il insistait sur le fait qu'il fasse une offrande, il voulait tout simplement m'amener à s'aimer, à œuvrer dans le ministère. Et aujourd'hui, tu œuvres pour le ministère? Tu es beaucoup plus proche de Dieu? Lorsque j'ai l'occasion. Lorsque j'ai l'occasion. C'était tout le temps comme ça quand il devait prier pour toi ou c'était cette fois seulement? Non, c'était la seule fois que je lui demandais de prier pour moi. Ah. C'était la seule fois que moi-même, je lui demandais de prier pour moi. Puisque je me rappelle une fois, lorsqu'il partait passer le BEPC, lui-même il m'a appelé parce qu'on n'était pas ensemble. Donc il m'a appelé au téléphone, il a prié pour moi. Mais c'était la seule fois que moi-même, je lui disais personnellement de prier pour moi. Aujourd'hui, tu as grandi, tu es entrepreneur, tu voles de tes propres ailes. Quelles sont les valeurs qui t'ont été communiquées, les valeurs de vie que ton père t'a transmises? Bon, il y a une de ces chansons que j'écoute chaque matin. Tous les matins. Chaque matin, où il disait « Un garçon doit affronter le danger car c'est ton propre argent qui doit payer ton cercueil. En te battant, il faut respecter car la main qui demande est toujours en bas. » C'est cette petite partie-là que j'écoute chaque matin avant de sortir. Ça me permet d'affronter la vie. Le danger, il y a toutes sortes de dangers. Le danger même peut venir de toi-même, ta propre famille ou de l'extérieur. Le danger, c'est à tous les niveaux. Tu peux entreprendre et puis bon, un proche va te boycotter ou bien quelqu'un sur qui tu comptais, quelqu'un qui devait t'apporter son soutien, te refuse un matin, il bloque ton numéro, il refuse de décocher tes appels. C'est tout ça le danger. C'est tout ça le danger. Mais le respect,
a été toujours ma première force, ma première valeur. Il faut toujours respecter. Parce que même quand tu respectes quelqu'un qui t'en veut, il n'a pas de pouvoir sur toi. Même si quelqu'un veut te faire du mal et que tu continues toujours de respecter cette personne, il n'aura jamais le pouvoir sur toi. Et ça, c'est un message très fort, en tout cas, que tu nous envoies dans ce numéro de PPLK. Je sens beaucoup de sagesse quand il nous parle. Je vois un jeune homme qui déjà entreprend, qui essaie de monter son entreprise. Est-ce que tu peux nous donner un indice sur ton âge? Un petit indice. Bon, en tout cas, je n'ai pas plus de 25 ans. Pas plus de 25 ans. Et tu es aussi sage, tu es aussi posé, tu as une entreprise. Chapeau. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le statut de fils de Désy Champignon t'a aidé à te positionner dans le monde professionnel? Bon, forcément, puisque c'est à cause de ce même statut que je suis ici, ce soir. Forcément, à tous les niveaux. À chaque fois que j'entreprends, je n'ai jamais, moi-même personnellement, je n'ai jamais mentionné le nom de mon père. Jamais. J'ai dit non, je fais tel truc, comme ma marque de vêtements. J'avais dit tout simplement que mon premier poste était Guinon Ephraim vous présente sa marque, appelez, faut te calmer. Les pages, certaines pages ont relayé, le fils de Désy Champignon vous présente sa marque, faut te calmer. Donc, quoi que je fasse, bon. Ça suit, ouais. Alors, l'analyse que tu viens de faire nous emmène à une question qu'on va tous se poser en votre compagnie. Également, chers téléspectateurs, à savoir si, est-ce que être un enfant de célébrité, c'est un statut qui facilite la réussite sociale? Ça va faire l'objet d'une discussion à laquelle tu pourras d'ailleurs participer et nous apporter ton expertise. Être enfant de célébrité, est-ce que c'est un statut qui aide à réussir dans la vie? Ah oui, moi je pense que oui. Je crois que ça facilite les choses parce que les célébrités, les parents, ils sont déjà dans le circuit. Ils savent un peu comment ça fonctionne, ils savent où entrer, ils savent comment diriger leur enfant. Et même les enfants, ils savent comment se diriger parce que leur tonton, leur tata, c'est des producteurs, c'est des managers, c'est des réalisateurs de films. Et donc quand c'est un enfant qui veut faire du cinéma, par exemple, il connaît des réalisateurs. Il peut aller vers eux et leur dire « je veux faire des films ». Les castings viennent à eux finalement. Ce n'est pas comme s'ils allaient souffrir, lutter pour avoir des castings. Les doigts dans le nez, ils participent au casting. Quand c'est des chanteurs, je pense qu'aujourd'hui même, quand on regarde des célébrités, on a l'impression que la gloire se donne comme un héritage. Se transmet comme un héritage. Je me rappelle de Will Smith et de ses enfants. Ouais. Il a presque tenu la main de son fils pour l'emmener au cinéma. D'ailleurs, ses premiers films, je crois qu'ils se sont donné la réplique même. Bien sûr. Voilà. Et je pense que c'est un peu le même cas que lui. C'est vrai qu'il ne fait pas la musique comme son père, mais ça aide quand même. Moi, quand je suis allée sur sa page, j'ai regardé un peu sa marque de vêtements, sa boutique et tout ça. Ben, ce sont des célébrités qui posent dans ses vêtements. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, de jeunes Ivoiriens qui ont du talent, qui ont des projets. Mais je veux dire, s'ils lancent des marques, ce n'est pas des Kader Keita, ce n'est pas des Okora, ce n'est pas le Magnifique qui vont venir poser pour eux. Et ça donne une certaine crédibilité aussi à l'affaire. Donc, ça aide déjà à se positionner. Après, bien sûr, il faut avoir du talent. Il faut montrer qu'on mérite ce positionnement-là et puis qu'on peut construire sa carrière. Alors, une chose, c'est d'avoir des opportunités pour se positionner, mais le positionnement ne veut pas dire forcément la réussite. Effectivement, le positionnement ne veut pas dire la réussite. Et puis, si tu veux te positionner, c'est parce que quelque part, toi-même, il y a une intention de vouloir se positionner. Donc, si tu ne veux pas travailler, que tu ne travailles pas, c'est pas parce que tu es le fils de Désy Champignon que tu es couché chez toi à la maison tous les jours et tu vas forcément réussir. Ouais. Non, c'est pas possible. Ces mêmes célébrités dont elle parle ont forcément posé pour d'autres marques qui n'appartiennent pas aux enfants des célébrités. Je vais prendre le cas de Kedjivara DJ, qui lui est enfant de célébrité. Antoinette Alani. Écoutez, le monsieur, il a travaillé. Il a forcé, il n'est pas arrivé à ce stade parce qu'il est l'enfant d'Antoinette Alani. Il est à ce stade parce qu'il a chanté, il a du talent, il a bossé dur. Et il y en a plusieurs comme ça. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour l'enfant de la célébrité parce que tu veux peut-être faire des choses et tu te vois freiner parce qu'un tel n'aime pas ton papa. Donc, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas toujours facile d'être enfant, de réussir dans la vie parce qu'on est enfant des célébrités, je ne pense pas. Ce n'est pas très évident. Hein. On vient d'entendre deux avis. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre? Être enfant des célébrités n'a jamais garanti une réussite. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ton père était acteur,
artiste chanteur que bon, toi, ta réussite est garantie, non. En aucun cas. Parce que, comme il vient de le dire tout à l'heure, si telle ou telle personne n'aime pas ton père, ça va jouer aussi sur toi. Ça va jouer aussi sur toi. Et aussi amener, bon, tous les enfants d'artistes à se lever. Puisque ce ne sont pas tous les artistes qui s'occupent correctement de leurs enfants. Non. Il y a d'autres artistes qui ont des enfants en cachette. C'est-à-dire peut-être l'enfant, il est parti faire une tournée à Bongolo, il a fait un enfant là-bas. C'est le jour, il a le temps qu'il passe à Bongolo pour saluer son enfant. Mais cet enfant-là porte le nom de son père. C'est aussi un enfant d'artiste, mais rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Donc, le fait d'être enfant d'artiste ne te garantit pas une réussite. Si tu baisses les bras, c'est pas étant couché. Tu peux te coucher à ton titre d'enfant d'artiste, tu vas rester toujours couché. Et tu vas rester toujours couché, c'est pas évident. Yann Cédric partage cet avis? Oui, je partage cet avis, mais en partie. Je dirais que, quelque part, être l'enfant d'une célébrité, ça favorise et en même temps, ça défavorise. Ça dépend du type de célébrité qu'est le parent. Si le père est une célébrité avec des notes positives, des notes voilà, bien envoyées, l'enfant ne peut que profiter justement de la grâce de ses parents. C'est l'exemple palpable qui est sur le plateau. Le père, il était bien, bon chanteur. Aujourd'hui, s'il se permet d'entreprendre, le nom de son père peut lui ouvrir certaines portes. Mais par contre, quand la célébrité du parent est vraiment entachée, ça pose beaucoup de problèmes. On a vu Pablo Escobar qui était assez célèbre, mais célèbre du mauvais côté. Aujourd'hui, ses enfants, justement son premier garçon, c'est bien difficile pour lui de s'insérer dans le tissu professionnel. Il était pas que célèbre, il était riche également. Oui, effectivement. Donc, on comprend tout de suite que et la richesse et la célébrité, justement, dans ce cas d'espèce, n'arrange pas l'enfant ou le garçon. Lui, par contre, il fait justement, il s'accapare ce que son père a chanté dans Orphelin. Tu es un orphelin, il faut te battre dans la vie. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il parvient à faire. Marie-Dominique l'a bien démontré. Si aujourd'hui il pose avec des stars pour sa marque de vêtements, c'est bien parce que son papa a déjà tracé les sillons. Il ne fait que marcher dans ces pas-là, avec son talent, avec sa détermination, avec son savoir-faire. Mais si on était dans un autre cas, où le vieux, avec des griefs avec certains artistes, certains de ses compères, certaines autres célébrités, je pense que son fils allait être carrément verrouillé, peu importe le talent qu'il allait avoir ou la détermination qu'il allait avoir. Donc, dans certains cas, ça favorise. Et dans d'autres cas, quand la célébrité est un peu négative, c'est défavorable pour l'enfant. Célébrité négative ou pas, on ne fait jamais l'unanimité. Exactement, exactement. Il y a des personnes qui sont super aimées, mais il y en a d'autres qui seront détestées. Mais dans la plupart du temps, ça aide. Comme Hervé le disait, si tu dors à la maison, que tu sois enfant de célébrité ou pas, tu n'auras pas la réussite. Mais qui a la réussite en dormant? Sauf si on t'a donné un héritage. Sinon, tu ne peux pas avoir de réussite si tu ne travailles pas. Comme je l'ai dit, il faut avoir déjà un talent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont personne pour les pousser. Moi, j'ai envie de porter ce qu'ils portent parce que je me dis, c'est Zokora disait qu'il porte. Si Zokora pose avec ce vêtement-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est qu'il y a de la qualité et ça m'emmène à m'intéresser à sa marque. Ça apporte une certaine visibilité aussi à ce qu'il fait. Mais s'il était l'enfant de personne, s'il était l'enfant de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, est-ce qu'il allait avoir cette communication-là derrière? Je ne pense pas. La question reste posée. Allez, avant bien sûr d'aborder le côté entrepreneurial de notre invité avec ses différentes activités, on vous l'a dit, aujourd'hui c'est un homme d'affaires qui essaie de s'affranchir. Il développe certains business dont on va parler dans quelques instants. Des champions sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Par ici, un artiste ne meurt jamais. Ce soir, nous saluons la mémoire d'un grand artiste, voilà, disparu depuis 2 ans maintenant, le 31 mars 2018, plus précisément, Désy Champion à l'honneur sur ce plateau de PPLK à travers la présence de son fils, Ephrem Guinan. Allez, qu'on va applaudir également. Et avec lui, nous allons parler de ses activités, de, bien sûr, sa passion pour la mode. Alors aujourd'hui, Ephrem, tu es un homme d'affaires. Tu essaies de tisser ta toile, de te frayer ton chemin et tu as choisi le secteur de la mode. Pourquoi spécifiquement ce secteur? D'autant plus que tu aurais pu être artiste et évoluer dans l'industrie, même si tu n'étais pas chanteur ou tu n'as pas voulu être chanteur, être producteur ou dans le corps pastoral, je ne sais pas moi, mais pourquoi la mode? Bon, j'ai choisi la mode d'abord pour me positionner, puisque tout ce que j'ai fait sortir comme concept rimait avec l'esprit de la jeunesse. C'est-à-dire, d'abord, il faut te calmer. C'était accompagné d'assez de slogans.
dans tout ce qui concerne la santé, l'habillement, l'attitude, un peu de tout. D'abord, ma marque de vêtements, c'était pour amener tous les jeunes à prendre conscience. Avec le slogan « Faut te calmer ». À prendre conscience de quoi? De la vie. De la vie, parce que tout ce qu'on gagne facilement se paye sur terre. Tout ce qu'on gagne facilement se paye sur terre. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous connaissons tous ici tout ce que la jeunesse ivoirienne traverse en ce moment, avec tout ce qui est comme fléau, prostitution, broutage, tout ça. Un peu de tout. Nous savons un peu. Donc, raison pour laquelle j'ai créé d'abord ce slogan « Faut te calmer ». Prends conscience, la vie n'est pas si facile que ça. Est-ce que les tenues vestimentaires que tu proposes sont adaptées au style des jeunes aujourd'hui, puisque c'est ta cible? Oui, bon, pour ma marque de t-shirts, ouais. La tenue était adaptée, un t-shirt courant avec quelques griffes dessus et tout, avec des pulls, des démembrés, tout ça. Ça, c'était pour la jeunesse. Il y a autre chose? Bon, il y a autre chose, puisque là, je fais l'ouverture de ma boutique. C'est samedi 5 décembre, du côté de la Riviera 2, au Datoban. Et c'est toujours la même marque? Non. Là, maintenant, j'ai opté pour les costumes, les tenues de luxe, comme, De luxe. comme l'indique le nom de la boutique. Luxe royal. Il a pour cible la jeunesse, il veut exhorter la jeunesse à changer et puis on le voit habillé très classe. Est-ce que tu penses que la jeunesse peut percuter face à ce message-là? On peut être jeune et être classe. C'est fait sciemment. C'est-à-dire je pouvais venir peut-être pull, voilà, bretelles ici, jacket, d'ailleurs les trucs, comment on appelle ça même? Les chaînes de coupées de Cali là. Voilà, les chaînes ici, chaussettes ici, guines déchirées, tout ça. Mais j'ai tenu à porter ce costume pour inciter un peu la jeunesse, être plus responsable. Puisque maintenant, avant, pour avoir le baccalauréat, c'était minimum 20 ans. 25, parce que d'autres faisaient le bac 3 fois, 6 fois, 7 fois. Il y a d'autres même, ils laissaient pour aller travailler, puis après, ils venaient passer le bac. Mais maintenant, 16 ans, 17 ans, tu as le bac. Et là, quand tu as le bac, si tu optes pour le BTS, 2 ans après, tu as le BTS. Tu as appelé à aller en entreprise. Ce n'est pas avec un t-shirt que tu iras postuler, non. Est-ce que tu es en train de nous dire que les jeunes de ta génération s'habillent mal? Bon, ils ne s'habillent pas mal, mais il faudrait qu'ils soignent leur manière de s'habiller. Parce que l'avenir du pays repose sur nous, les jeunes aujourd'hui. Nos papas, nos pépés sont appelés à partir un jour. Et c'est nous aujourd'hui, nous étudiants, peut-être entrepreneurs, c'est nous qui sommes appelés demain à gérer ce pays-là. Donc nous n'allons pas aller dans des conférences de presse, habillés en débardeurs, guines déchirées et tout. S'habiller mal, on comprend. Personne ne veut s'habiller mal, mais en même temps, tu sais que le style vestimentaire et la mode, il y a différents goûts. On peut donc porter des jeans, mais être classe aussi, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, c'est-à-dire, la situation oblige, quel que soit ton style, lorsque tu seras à une conférence de presse ou une réunion, tu es obligé d'être classe. Raison pour laquelle, bon, les différents ministres que nous voyons, d'autres étaient passionnés des guines déchirées, d'autres étaient passionnés de taille basse, mais aujourd'hui, tu es à la télé. Et c'est toi qu'on regarde pour juger ton travail. C'est ton habillement qu'on regarde pour juger ton travail. Donc, quel que soit ton style, si tu es ministre, tu seras obligé de porter un costume. Est-ce que les jeunes dont on parle en ce moment ont les moyens de s'offrir les costumes de luxe? Dit de luxe que tu proposes? Non. En ce qui concerne les jeunes, pour un costume, ce n'est pas cher. Ah. Pour ceux qui n'ont pas assez de sous pour se rendre au rond-point de la Riviera 2, c'est-à-dire à la boutique Luxe Royal, il y a Kouté, il y a Belleville et le marché de Sikoji. Dans tous les cas, il faut être en veste. Voilà, On trouve des costumes là-bas. Faut être en costume, voilà. Voilà, il y a Djamé aussi qui est là. Dans tous les cas, il faut être en veste. Même si c'est une veste de 2000, si elle est bien repassée, elle peut faire l'affaire. Est-ce que tu penses que la tenue vestimentaire d'un jeune a une influence sur son comportement en société? Bon, dans 90% des cas, puisqu'on se dit, même pour les entretiens, lorsque tu arrives, par ta manière de t'habiller, on te classe déjà. On se dit que bon, c'est quelqu'un qui peut se tenir en entreprise, c'est quelqu'un voilà, peut-être qui a une bonne réputation, qui était bien éduqué, tout ça.
Mais tu peux pas venir te présenter devant une personnalité étant habillé en polo. Bon, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Mais quand on est dans la situation, ça ne rime fait pas une avec. mauvaise image. Voilà, L'habit fait le moine. Hein. On est à une époque où on affirme beaucoup son africanité avec les tenues ethniques et tout. Est-ce que ça te dirait, ou bien est-ce que tu penses à justement t'orienter vers ce domaine-là plus tard? Bon, pour l'instant, moi, je suis ma vision. Je poursuis ma vision. C'est-à-dire amener tous les jeunes à s'habiller décemment en costume, voilà, paire des souliers, tranquille. Il y a des costumes Mais il y en a des pagne costumes, aussi. justement, des costumes. Oui, en pagne. costume, c'est costume. Même si c'est en dentelle, c'est costume. Costume C'est en quoi dentelle, la ça particularité ressemblera à quoi? de ta boutique? Bon. C'est des costumes? Costume, chaussures. Surtout chaussures. Chaussures. On t'a entendu parler de l'héritage qu'avait laissé ton père. Tu nous as fait comprendre que tu n'avais rien touché. Tout était bien confortablement installé dans ton compte en banque. Alors, d'où tu tires ton financement ou tes financements pour ce genre de projet? C'est un secret professionnel. Ah, Waouh. C'est un secret professionnel. Parce que là, on ne peut pas tout exposer. est-ce qu'il y a des mécènes qui t'ont aidé, des gens, des... Non, tout ça, mais c'est un secret professionnel. On ne rentre pas trop dans les Mais tu détails. ne peux pas en dire un peu pour les jeunes qui ont envie d'entreprendre, Tout ce que qui je ne savent peux pas dire comment faire? aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, tout ce que je peux dire aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, c'est de se battre et prier. C'est tout. Et tes articles sont locaux? Non. Tous mes produits sont importés de l'Europe. Alors, si tu ne dis pas à cette jeunesse, à part se battre et prier, comment avoir des financements ou leur donner des pistes de solutions, ils vont... Raison pour je pense laquelle- qu'ils se battent à leur manière, ils prient à leur manière, mais ce secret professionnel, comment ils... Non, mais sont raison dans pour, le secret? raison pour laquelle souvent on organise des conférences de presse d'entrepreneuriat. Voilà. Des ateliers... Voilà, des ateliers, tout ça, c'est en ce moment-là qu'il faut faire asseoir les jeunes pour leur dire, bon, ce que tu veux faire, voilà la rotation, voilà la rotation. Et aussi prier, parce que là, je sais de quoi je parle. Prier. Chers amis, priez. Prions. Voilà donc qui est clair. Alors, l'appel d'un téléspectateur qui, on espère, t'ira ravir, c'est celui du père Ismaël. Mon petit Ephraim, comme toujours, c'est ton vieux père, le père Ismaël. Sache que la vie n'est pas facile. C'est vrai, papa n'est pas là aujourd'hui, mais nous sommes là. On va te soutenir jusqu'au bout, comme on le fait d'habitude. Depuis ta marque, aujourd'hui tu ouvres une boutique. La seule chose que je peux te dire, c'est de prendre courage, d'être positif dans la vie. Car quand tu te bats, tu vas toujours obtenir ce que tu veux. Sois courageux, nous serons là toujours pour te soutenir. Voilà quoi, un témoignage édifiant. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi dans ta vie. Oui, bon. Le père Ismaël, c'est quelqu'un... J'aime ce genre de personnes parce que ce sont des personnes qui ne te font pas de promesses. Ils ne te font pas de promesses, mais lorsque tu décides d'entreprendre, sans même leur demander quelque chose, ils viennent à ton secours. Et c'est ce qu'il a fait lorsque j'ai lancé la promotion de ma marque de vêtements. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Bon, il achetait des t-shirts pour aller dans des concerts, tout ça. Et ça m'aidait aussi à avoir une visibilité. Aujourd'hui, quelles sont tes ambitions? Mes ambitions? J'ai assez d'ambitions. D'abord, amener tous les jeunes, bon, j'ai assez d'ambition. D'abord, amener tous les jeunes à s'accrocher à Dieu. Amener tous les jeunes à s'accrocher à Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai, tu es jeune, tu as assez de temps. Pour nous jeunes, on se dit, bon, normalement, si on doit mourir, c'est après 40 ans. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, normalement, si nous, on doit mourir là, 40 ans, 50 ans, pourtant aujourd'hui, du jour au lendemain, tu peux partir. Qu'est-ce qu'on retiendra de ta vie? Si tu n'as rien laissé, même si c'est une petite boutique de biscuits que tu peux faire, vas-y. Il ne faudrait pas attendre, bon, actuellement j'ai l'argent, je vais m'amuser. Lorsque j'aurai l'âge d'entreprendre, je vais entreprendre, non. Il n'y a pas d'âge pour Il entreprendre. n'y a pas Est-ce d'âge que pour- tout le monde est amené à entreprendre? Bon, moi personnellement, je n'aime pas m'asseoir dans un bureau, c'est-à-dire avec un bic. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je préfère aller dans les rues, chercher. Terrain. Voilà. C'est encore mieux, quoi. Pour terminer, quel est le message que tu souhaiterais qu'on retienne de l'artiste
qu'est ou qu'a été ton père, Désir Champion? C'était un artiste qui était plus prophète, c'est-à-dire tout ce qu'il disait, comme la chanson où il a dit non, je sais que vous m'aimez, je sais aussi que je vais mourir, pensez surtout à mon bébé chéri, tout ça. Là, je venais à peine de naître. Et bon, on constate que des années après, il décède. C'est-à-dire que ce n'était pas dans 1 an, ni dans 2 ans, mais des années plus tard qu'il décède. Donc, je veux qu'on retienne que c'était un artiste qui était beaucoup prophète, dans ses dires. Un artiste, mais un prophète avant tout. Et du père qu'il aura été pour toi? Bon, moi, c'était le meilleur père parce qu'il m'a tout montré, pas directement. J'aimais plus ses chansons en tant que jeune et en tant que son fils. C'est de ces chansons que je tire mon éducation personnelle. En tout cas, Ephrem Guinon, merci d'être passé sur nos antennes. Merci de nous avoir édifiés à travers ce témoignage qui, on espère, fera école auprès de notre jeunesse. Merci infiniment. On n'a plus qu'à te souhaiter un bon vent, succès dans tes entreprises, dans tes activités. Et est-ce que tu peux rappeler une page Facebook sur les réseaux sociaux sur laquelle on peut te suivre? D'abord, il y a mon compte Facebook, Ephrem Guinon, et la page de ma boutique qui est Luxe Royal. Luxe Royal, la page de la boutique. Et puis finalement, Ephrem Guinon. Guinon, ça s'écrit G-U-I-N-O-N. Merci infiniment et on salue encore ce grand artiste qui a été ton père à travers ta présence ici sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Merci d'avoir suivi ce numéro de PPLK qui s'achève ainsi. Merci Yann Cédric. C'est moi qui te remercie, Yves. Merci Marie-Dominique. Merci. Merci Hervé Souhoné. Merci Yves. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve en force et en puissance demain. Même heure, même canal. Allez leur dire, ils le savent, il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3.